Les Illuminati ont suscité autant de mystères, d'envoûtements et de théories conspirationnistes que peu d'autres sociétés secrètes. Cependant, au-delà des spéculations concernant les billets de dollars, les stars qui font des signes de leurs mains ou des supposés projets d'imposer leur domination mondiale, qui étaient-ils en réalité? Que recherchaient-ils? Et pourquoi, même après plus de 200 ans, son nom continue-t-il d'engendrer des frissons? Quel est l'incitatif pour un professeur universitaire estimé à fonder une société secrète en Bavière conservatrice durant le XVIIIe siècle? La réponse débute lors d'une nuit printanière destinée à modifier le cours de l'histoire. Le 1er mai 1776, au moment où l'Amérique proclamait son indépendance de l'autre côté de l'océan, Adam Weishaupt, un jeune enseignant en droit canonique, menait 4 de ses élèves dans une clairière forestière à proximité d'Ingolstadt. Dans la lueur vacillante des torches, ces 5 individus prêtèrent allégeance à un nouveau mouvement qu'ils nommèrent les perfectionnistes. Ce qui s'est déroulé cette nuit-là dans la forêt de Bavière aurait pu sombrer dans l'oubli. Un événement mineur sans aucune importance. Toutefois, cette cérémonie inaugurale, riche de jurons solennels et de symboles mystiques, n'était que le commencement d'un projet bien plus vaste. Face à cette flamme perpétuelle, emblème de la clarté de la pensée rationnelle, nous promettons de nous affranchir des superstitions et de lutter contre ceux qui emploient le pouvoir pour asservir les individus. Ces paroles, prononcées par Weishaupt sous le couvert de la chouette de Minerve, emblème de la sagesse qu'ils avaient embrassée, résonneraient bien au-delà de cette modeste clairière forestière. Il se pourrait que le plus fascinant ne soit pas seulement la création d'une nouvelle confrérie ce soir-là, mais l'éventualité que ce ne soit pas un nouveau commencement, mais plutôt la poursuite d'une tradition secrète. Et si les Illuminati étaient les descendants de lignées cachées telles que les Alumbrados d'Espagne ou les anciens cultes gnostiques? L'histoire formelle n'a que tout juste débuté, cependant les fondements sont bien plus ancrés que nous ne le pensons. Pour saisir l'apparition des Illuminati, il est nécessaire d'explorer la Bavière du XVIIIe siècle, une époque qui semblait destinée à susciter la révolte d'esprit telle que celui de Weishaupt. À l'époque, la Bavière n'était pas la région allemande florissante qu'elle est aujourd'hui, mais un État souverain sous la domination autoritaire de l'électeur Charles Théodore et l'influence constante de l'Église catholique, notamment par le biais des jésuites. Un endroit où la censure prévalait et où toute pensée progressiste était rapidement réprimée. Plutôt que d'être des foyers de libre réflexion, les universités constituaient des forteresses de conservatisme. L'établissement d'Ingolstadt, où enseignait Weishaupt, était quasiment sous l'autorité des jésuites. Chaque ouvrage, chaque séminaire, chaque concept était examiné pour déceler toute déviation de l'orthodoxie. L'illuminisme, déjà en pleine floraison en France et en Angleterre, pouvait à peine survivre dans ce climat suffocant. Il est paradoxal que ce soit exactement Adam Weishaupt, un orphelin élevé au sein de la société jésuite, qui devienne son adversaire le plus ardent. Dans les couloirs académiques d'Ingolstadt, où l'existence intellectuelle était dominée par les soutanes sombres, le jeune enseignant en vint à percevoir l'Église non plus comme un vecteur de liberté, mais comme une entité asphyxiante qui usait de la peur et de la superstition pour perpétuer son autorité. Qu'est-ce qui a conduit ce professeur catholique, formé dans le giron de l'Église, à se soulever contre tout ce qu'elle incarnait? Était-ce une trahison individuelle ou un élément d'un stratagème plus grand? La réponse à cette interrogation nous conduit vers le prochain chapitre de notre récit où les influences secrètes commencent à émerger. Weishaupt n'a pas sorti ses idées révolutionnaires de nulle part. Sa collection personnelle de livres dévoilait une soif insatiable de savoir défendu, une recherche qui dépassait largement les frontières de son instruction officielle. Dans les recoins dissimulés de son bureau se trouvaient des ouvrages ésotériques qui auraient pu susciter une controverse au sein de l'université, des traités de la Kabbale juive, des manuscrits attribués aux énigmatiques sages de Memphis, sans oublier les travaux des philosophes français des Lumières tels que Voltaire et Rousseau, dont les livres étaient diffusés en secret dans la Bavière d'alors.
Ses lectures défendues ont modelé sa perception du monde. Il a puisé dans le rationalisme et la critique des institutions françaises des Lumières. Des écrits mystiques, le concept d'un savoir destiné aux initiés qui devait être préservé des masses jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à l'accueillir. C'est captivant de noter que Weishaupt, malgré sa connaissance approfondie de la franc-maçonnerie et son adhésion à une loge des années plus tard, la juge insuffisante pour ses ambitions. Les francs-maçons du XVIIIe siècle, avec leur combinaison de symbolisme et de valeurs avant-gardistes, étaient trop transparents, trop en vue pour les projets du professeur originaire de Bavière. Il avait besoin de quelque chose de plus discret, d'extrêmement radical, de plus rigoureux. Ses origines mystiques suscitent une interrogation dérangeante. Les Illuminati n'étaient-ils qu'une assemblée de rationalistes éclairés, comme ils le faisaient croire en public, ou dissimulait-il derrière cette apparence un culte païen poursuivant des visées bien plus grandioses? Il est possible que la réponse réside dans les symboles qu'ils ont sélectionnés pour se représenter. Chaque mouvement nécessite ses symboles, et ceux que les Illuminati ont sélectionnés en disent bien plus sur leurs réelles intentions que n'importe quel manifeste officiel. L'emblème principal de l'ordre, la chouette de Minerve, n'a pas été choisi par hasard. Selon la mythologie romaine, Minerve, Athéna dans la tradition grecque, était la déesse de la sagesse et des métiers d'art, en plus de représenter la stratégie militaire. Son hibou était capable de voir dans l'obscurité, symbole idéal pour une société en quête d'illumination durant une période d'obscurantisme. Il est méconnu de beaucoup que la chouette était également un symbole lié aux mystères antiques, aux rites pré-chrétiens, où elle incarnait le savoir caché. En adoptant cette pratique, Weishaupt établissait un lien discret avec des traditions ésotériques qui avaient été persécutées par l'Église pendant des siècles. Les membres ne faisaient également pas usage de leur véritable nom au sein de la confrérie. Tous utilisaient un alias traditionnel. Weishaupt se faisait appeler Spartacus, un nom qui ne pourrait pas être plus évocateur. Le leader de la plus grande insurrection d'esclaves contre Rome. Certains portèrent des noms tels que Caton, Ajax ou Philon, établissant ainsi un lien symbolique avec les valeurs de l'Antiquité païenne. Cette méthode préservait non seulement leurs véritables identités, mais insufflait aussi une dimension mystérieuse et théâtrale à leur rassemblement, accentuant le sentiment d'appartenance à quelque chose d'exceptionnel, de vieux et de fort. Pourquoi ces emblèmes persistent-ils dans les théories du complot contemporaines, des billets de banque aux marques commerciales? Est-ce juste une coïncidence ou y a-t-il un héritage symbolique qui a perduré pendant des siècles? Pour aborder cette question, il est nécessaire de se pencher sur le développement de l'organisation. La méthode d'embauche des Illuminati a dévoilé dès le départ à la fois leurs ruses et leurs incohérences internes. Dans ses débuts, Weishaupt a privilégié l'embauche d'étudiants universitaires provenant de familles fortunées et influentes. Des jeunes gens brillants, idéalistes et flexibles, destinés à occuper des postes de pouvoir dans le futur. La jeunesse était essentielle. Des esprits assez souples pour embrasser des concepts radicaux tout en ayant la capacité de progresser dans la société. Ce qui est significatif, c'est qui a été omis. Bien qu'ils prônent des idéaux d'égalité, les Illuminati avaient formellement proscrit l'admission des femmes, des juifs et des moines. Cette omission n'était ni accidentelle, ni en désaccord avec ses buts. Elle était délibérée. Dans cette société patriarcale, les femmes étaient écartées car elles avaient un accès limité au pouvoir formel que les Illuminati cherchaient à infiltrer. Les Juifs ont été exclus, car leur intégration aurait corroboré les doutes des autorités concernant le caractère anti-chrétien du groupe. On craignait que la fidélité des moines à l'Église prime sur tout engagement à l'ordre. Les rencontres avaient lieu en secret, souvent dans des résidences privées, dotées d'entrées discrètes ou dans des salles louées sous de fausses identités, comme clubs littéraires. Les nouveaux adhérents participaient à des rituels d'initiation complexes durant lesquels ils s'engageaient à une fidélité totale et au secret,
sous peine de conséquences désastreuses s'ils venaient à rompre leur engagement envers l'ordre. Ces exclusions posent une question dérangeante. Étaient-elles uniquement des actions pragmatiques destinées à préserver l'organisation, ou trahissaient-elles un projet plus malveillant, un élitisme en opposition avec ses idéaux présumés d'égalité? L'énigme commencerait à se déchiffrer lorsque le baron von Knig, un aristocrate, intégrerait les Illuminati. Est-ce qu'un individu unique a-t-il le pouvoir de métamorphoser entièrement une organisation secrète? C'est ce qui s'est précisément produit avec les Illuminati en 1780, lorsque le baron Adolf von Knig a intégré leurs effectifs, inaugurant ainsi le début de leur véritable développement. Knig n'était pas un élève idéaliste, à l'instar des premiers membres recrutés. C'était un aristocrate chevronné, un homme de société, et par-dessus tout, un franc-maçon de haut niveau. Sa présence a fourni aux Illuminati exactement ce qu'ils avaient besoin, de l'expertise dans l'établissement de structures hiérarchiques et de rites initiatiques performants. Sous l'inspiration de Knig, la structure initialement simple de Weishaupt a évolué pour devenir une organisation complexe, divisée en 3 classes et 13 niveaux. Dans la garderie, premier niveau, on éduquait les néophytes, novices, minervales, illuminés mineurs. À un niveau intermédiaire, les rangs maçonniques classiques, apprentis, compagnons maîtres, ont été modifiés. Et à son apogée, les mystères exposaient les véritables visées de l'ordre: prêtres, princes, mages et finalement rois. Cette organisation a donné aux Illuminati la capacité de superviser soigneusement les informations attribuées à chaque membre. Les nouveaux membres n'étaient familiers qu'avec les idéaux les plus vertueux et acceptables, tandis que les véritables aspirations révolutionnaires étaient réservées aux échelons supérieurs, accessibles seulement après des années de tests de fidélité. Cependant, alors que Knig mettait en place l'organisation, il ensemençait également les fondements de son effondrement futur. Son interaction avec Weishaupt, d'abord fructueuse, s'est vite transformée en conflit. Knig était-il un véritable soutien de la cause ou un concurrent cherchant à prendre le contrôle? Sa possible sortie de l'ordre mettrait en lumière des failles dissimulées susceptibles de compromettre l'ensemble de la structure. Si les Illuminati avaient demeuré un petit groupe de savants dissidents en Bavière, ils auraient sans doute disparu sans aucune empreinte dans l'histoire. Son ingéniosité a résidé dans l'exploitation d'une structure préexistante pour se développer, la franc-maçonnerie. La stratégie était astucieuse par sa simplicité. En 1777, Weishaupt a rejoint la loge maçonnique Theodor zum Guten Rat de Munich, non pas par conviction personnelle, mais en tant qu'infiltré. Prochainement, d'autres Illuminati pourraient imiter sa démarche en adhérant à différentes loges à travers l'Allemagne, tout en préservant le secret de leur lien avec l'ordre de Weishaupt. Une fois admis, ces agents repéraient les francs-maçons sensibles aux pensées progressistes et les enrôlaient au sein des Illuminati. Certains œuvraient à établir de nouvelles loges maçonniques sous le contrôle secret de l'ordre, telle que la loge Théodore à Munich, qui s'est transformée en un centre d'activité clandestine. Cette stratégie a entraîné une croissance explosive. Selon diverses estimations, les Illuminati, initialement composés de 12 membres, ont vu leur effectif passer de 650 à 2500 individus. Ce qui était le plus remarquable n'était pas leur quantité, mais leur qualité. Des nobles tels que le duc Ernest II de Saxe-Gotha, des intellectuels, des juges, des professeurs d'université, des médecins et des avocats. Une véritable force d'élite infiltrée dans toutes les institutions. Certaines sources suggèrent-elles vraiment que Goethe, le grand écrivain allemand, faisait partie de ses membres. Les éléments de preuve sont discordants. Néanmoins, une chose est certaine. Le réseau des Illuminati s'étendait de Munich à Vienne, d'Ingolstadt à Francfort, créant une trame d'influence cachée comme celle d'une toile d'araignée. Et si la franc-maçonnerie n'était qu'un écran de fumée pour des projets encore plus ambitieux,
Les rites secrets de la confrérie indiquent une réaction troublante. À l'abri des regards, les Illuminati exécutaient des rites qui auraient provoqué un scandale au sein de la société bavaroise s'ils avaient été dévoilés, des rituels qui dépassaient largement ce que l'on observait dans les loges maçonniques traditionnelles. Les membres des Illuminati étaient soumis à des rituels complexes où leurs yeux étaient bandés et ils étaient guidés dans des salles éclairées uniquement à la lumière de bougies. Ici, ils juraient une fidélité inconditionnelle sous la menace de mort. Si je trahis l'ordre, que mon nom soit marqué d'opprobre, que tous mes frères me maudissent et que mon sang paie pour ma trahison. Cependant, ces rituels de théâtre n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. La véritable surveillance s'est instaurée par la suite, grâce au dispositif de contrôle mutuel établi par Weishaupt. Chaque membre était tenu de soumettre tous les semaines des comptes rendus détaillés, non seulement de ses propres actions, mais également de celles des autres participants qu'il connaissait. Personne ne savait précisément qui était à l'origine des dénonciations, instaurant une ambiance de suspicion qui assurait la soumission. Les documents distribués aux membres de grades plus élevés, qui prônaient l'athéisme et contestaient toute autorité établie, étaient d'autant plus controversés. Selon certains témoignages ultérieurs, ils justifiaient même le suicide comme acte ultime de liberté. Les rituels étaient ajustés en fonction du grade, simples et chargés de symbolisme éclatant pour les niveaux inférieurs, élaborés et révélateurs pour les grades supérieurs. Chaque rang possédait ses propres codes de passe, signes et emblèmes, formant un dialecte secret, accessible uniquement à ceux qui en faisaient partie. Ces rituels étaient-ils uniquement une manifestation des idéaux des Lumières, comme le soutenaient leurs partisans, ou dissimulaient-ils un objectif plus sinistre, comme l'évoquent certaines théories contemporaines? Peut-être que la réponse réside dans les objectifs réels de l'ordre. Les Illuminati avaient pour ambition avouée de favoriser l'instruction, de lutter contre la superstition et de soutenir la liberté d'expression. Cependant, les documents internes, dévoilés des années après, dépeignaient une image bien plus radicale qui allait modifier de manière permanente la perception de cette organisation secrète. Dans ces textes confidentiels, Weishaupt traçait un projet révolutionnaire visant à métamorphoser intégralement la société. Il ambitionnait de supprimer toutes les monarchies, de réduire l'impact des religions institutionnelles et de mettre en place ce qu'il qualifiait de communisme des biens, où la possession privée serait fortement restreinte, voire totalement éliminée. Cette entreprise récente ne serait pas dirigée par des souverains ou des clercs, mais par une caste de illuminés, des personnes éduquées dans la rationalité et émancipées des croyances religieuses. Une perspective qui, de manière paradoxale, substituait une forme d'autorité à une autre, même si Weishaupt la jugeait plus équitable puisqu'elle était fondée sur le mérite intellectuel. Les méthodes suggérées pour réaliser ces objectifs étaient les plus sujettes à controverse. Malgré la déclaration officielle de Weishaupt contre la violence révolutionnaire, ces textes proposaient une tactique d'infiltration graduelle dans toutes les instances de pouvoir. « Il ne nous faut pas une révolution sanglante », a-t-il noté dans une correspondance à un haut fonctionnaire, mais plutôt une progression contrôlée de l'intérieur. L'objectif de transformation sociale complète a poussé plusieurs historiens à tracer des liens entre les Illuminati et la Révolution française qui surviendraient des années après. Bien que les preuves directes soient peu fréquentes, les coïncidences sont évocatrices. Est-ce que le fait que plusieurs idées soutenues par les révolutionnaires français correspondent presque parfaitement aux objectifs déclarés dans les écrits de Weishaupt était simplement une coïncidence? Comment une petite entreprise fondée au sein d'une université provinciale a-t-elle été perçue comme un danger pour les pays européens? La réponse réside dans l'extraordinaire expansion des Illuminati en moins de 10 ans. L'organisation, qui a débuté avec 12 membres fondateurs, s'est développée pour rassembler des milliers de partisans répartis à travers toute l'Europe centrale.
Au sommet de leur influence, de 1782 à 1784, les Illuminati avaient réussi à s'implanter dans presque toutes les cours et universités majeures d'Allemagne, ainsi que dans les régions avoisinantes. Les cités où se trouvaient des loges des Illuminati étaient désignées par des appellations codées, tirées de l'Antiquité gréco-romaine. Munich était dénommé Athènes, Ingolstadt était nommé Éphèse, Francfort était référencé comme Thèbes et la totalité de la Bavière portait le nom de Achaïe. Ces codes autorisaient les membres à communiquer de manière transparente sans dévoiler leurs véritables intentions. Ce qui était le plus remarquable, ce n'était pas seulement leur quantité, mais également la valeur stratégique de leurs adhérents. En moins d'une décennie, ils ont réussi à s'implanter dans des positions stratégiques. Conseillers de souverains, professeurs universitaires, magistrats, médecins de la cour et même des scribes qui remettaient discrètement en question les doctrines qu'ils prêchaient publiquement. Cette expansion rapide posait une énigme. Comment ont-ils pu échouer en dépit d'avoir accumulé tant de pouvoir en si peu de temps? Ou n'ont-ils pas réellement failli? Pendant que l'ordre s'étendait à l'extérieur, les conflits internes commençaient à mettre en péril sa propre existence. Quand les dirigeants d'une organisation secrète commencent à se quereller, cette dernière se trouve alors en péril. C'est exactement ce qui est arrivé aux Illuminati lorsque la relation entre Weishaupt et Knig a connu une dégradation irréversible. Le conflit avait des origines à la fois idéologiques et individuelles. Weishaupt, le créateur visionnaire, était un perfectionniste autoritaire qui réclamait une adhésion totale à ses instructions. Knig, le noble distingué, prônait un certain pragmatisme et considérait que certaines traditions et pratiques devaient être modifiées pour séduire un plus grand nombre de membres de l'aristocratie. Le conflit a atteint son paroxysme en 1784 quand Knig a reproché à Weishaupt de despotisme dans la conduite de l'ordre. Weishaupt a, pour sa part, traité Knig de bigot et de fanatique en raison de son désir de conserver des aspects chrétiens dans les rituels, en particulier lors du festin d'amour, une cérémonie durant laquelle on faisait appel à J-N, Jésus de Nazareth, comme inspiration éthique. La relation entre les deux, qui avait commencé de manière cordiale, s'est progressivement transformée en une animosité accrue. Votre attitude autoritaire est devenue intolérable, nota Knig dans l'un de ses courriers récents. Vous prônez la liberté tout en réclamant une obéissance sans question. Weishaupt lui a répondu en l'accusant de vouloir convertir un ordre philosophique en culte religieux. L'interruption définitive a eu lieu en février 1784, quand un congrès a été organisé à Weimar pour régler le désaccord. Pour le plus grand étonnement de Knig, une nouvelle direction d'aréopage, conseil d'administration, a été élue, dirigée par le comte de Stolberg-Rossley. Cependant, Weishaupt a réussi à maintenir son emprise en coulisses. En juillet de cette même année, Knig quitta l'ordre après avoir été humilié. Cette scission était-elle simplement le fruit d'un affrontement entre deux personnalités puissantes ou constituait-elle une étape d'un projet plus complexe visant à décentraliser la structure et à réduire sa vulnérabilité? Les effets de cette fracture ne sauraient tarder à se manifester. La menace la plus importante pour une organisation secrète ne découle souvent pas de ses adversaires externes, mais plutôt des défections au sein même de ses rangs. C'est en 1784 que les Illuminati ont été précisément confrontés à cette situation, lorsqu'un ancien membre a choisi de divulguer leurs secrets. Joseph Hutschneider, un ex-membre illuminé qui se sentait dévalorisé au sein de l'ordre, a adressé une correspondance à la duchesse de Bavière exposant les actions et les intentions du groupe. Sa dénonciation associait des vérités troublantes à des amplifications et des tromperies visant à choquer les autorités traditionnelles. D'après Hutschneider, les Illuminati ne visaient pas uniquement à renverser les monarchies et les religions. Ils défendaient aussi des actes comme le poison de leurs adversaires, l'avortement et le suicide. Ils reprochaient à l'institution d'être une organisation sans foi qui prônait que la passion doit prévaloir sur la raison.
et que le nationalisme est une futilité. Il sous-entendait aussi habilement que les Illuminati tramaient en secret pour l'Autriche, l'adversaire historique de la Bavière. Presque au même moment, des papiers compromettants sont arrivés en possession du roi Frédéric II de Prusse. Ces documents, découverts chez des adeptes des Illuminati, exposaient des stratégies pour s'infiltrer dans les loges maçonniques prussiennes. Frédéric II les a retournés au prince Charles de Hesse, grand maître des loges, qui a immédiatement proscrit tout lien entre les francs-maçons et les Illuminati. Ces deux actions, la révélation d'Utzschneider et l'interdiction maçonnique, ont placé les Illuminati sous la loupe des autorités. Ce qui n'était jusqu'à présent qu'une simple rumeur préoccupante se transformait désormais en un véritable scandale public. Ces accusations découlaient-elles d'une trahison individuelle ? Ou était-elle le fruit d'une campagne orchestrée par l'Église dans le but de ternir la réputation d'une organisation qui entamait son autorité? La réponse des autorités indique que les accusations, peu importe d'où elles proviennent, ont été considérées avec la plus grande sérieux. La réaction de l'autorité en place n'a pas tardé à se manifester. Le 22 juin 1784, Charles Théodore de Bavière, l'électeur, a signé un décret qui allait modifier le cours de l'histoire des Illuminati et établir un précédent pour la répression des sociétés secrètes à travers l'Europe. L'édit, écrit de manière claire et précise, prohibait la création de toutes sortes de sociétés, confréries ou associations secrètes qui n'auraient pas reçu une autorisation préalable conforme aux lois de l'État. Même s'il ne faisait pas explicitement référence aux Illuminati, il était clair à qui il s'adressait. Un communiqué ultérieur désignerait clairement l'ordre comme une ramification subversive de la franc-maçonnerie. Ce qui était étonnant dans cette loi, ce n'était pas vraiment son contenu, mais plutôt son ampleur. Il ne se bornait pas à proscrire les actions courantes et à venir de ces entreprises, mais ordonnait aussi la dissolution instantanée de toutes les organisations et associations existantes, sous peine de sanctions sévères incluant des amendes, l'incarcération, voire même l'exil pour ceux qui enfreindraient la loi. Malgré la rigueur de l'édit, la réponse précoce de Weishaupt et des leaders supérieurs des Illuminati était empreinte de confiance. Ils pensaient être suffisamment à l'abri grâce à leur réseau de membres influents et à la discrétion de leur organisation. Ce décret sera vite oublié, comme une tempête d'été, nota Weishaupt à l'un de ses subordonnés. Nous avons des amis dans des endroits que vous ne pourriez même pas imaginer. Cette confiance se révélerait être une erreur mortelle. Sous la pression de l'Église catholique et de la cour autrichienne, Charles Théodore, l'électeur, était résolu à éliminer ce qu'il percevait comme une menace directe à l'ordre établi. Le décret de 1784 ne constituait pas un simple avertissement. Il s'agissait d'une déclaration de guerre. Pour quelle raison le duc a-t-il agi avec tant de rigueur? Était-ce une simple pression de la papauté ou une véritable crainte des idées révolutionnaires diffusées par les Illuminati? Les éléments indiquent que c'était un mélange des deux facteurs, intensifié par l'atmosphère de tension politique qui prévalait en Europe suite au déclenchement de la Révolution américaine. Il y a une différence notable entre publier un édit et l'appliquer, surtout face à une organisation aussi bien réseautée que les Illuminati. Toutefois, en 1785, l'électeur Charles Théodore a démontré que sa menace était sérieuse en lançant une persécution sans pitié. La force policière bavaroise, soutenue par des sources ecclésiastiques, a lancé des perquisitions à domicile ciblant les individus présumés membres des Illuminati. Personne n'était à l'abri si son nom était inscrit sur les listes des membres potentiellement concernés, y compris des professeurs universitaires, avocats et médecins. Les autorités intervenaient avec une sévérité spécifique à l'encontre des individus occupant des postes publics, les destituant sur le champ. L'intervention la plus déterminante a eu lieu lorsque les forces de l'ordre ont pénétré le domicile de Xavier Zwack, un des membres les plus en vue chez les Illuminati, connu dans l'ordre sous le pseudonyme de Caton. C'est là qu'ils ont découvert un véritable butin pour les persécuteurs,
Des dossiers précisant les stratégies de l'organisation, des répertoires de membres, et ce qui était le plus incriminant, des écrits qui semblaient défendre l'athéisme et des approches radicales de changement social. Les documents récupérés contenaient des directives pour la production de faux timbres, des méthodes pour manipuler et restituer le courrier sans détection, ainsi que des recettes pour la fabrication d'encres invisibles. Cela a permis aux autorités de comprendre qu'elles ne faisaient pas face à un club philosophique inoffensif, mais à une conspiration structurée contre l'État et l'Église. Le gouvernement de Bavière a rapidement pris des mesures pour assurer une large diffusion de ces découvertes. Des dépliants explicatifs sur les abominations découvertes furent produits et distribués à toutes les cours européennes en guise de mise en garde. L'image publique des Illuminati a été irréversiblement dégradée. Les points de vue sur l'avortement et l'athéisme présents dans ces documents ont suscité un scandale particulier au sein de la société de cette époque. Ces écrits étaient-ils véritablement la manifestation de la débauche morale des Illuminati, comme l'affirmaient leurs persécuteurs, ou constituaient-ils des concepts novateurs pour leur temps qui seraient largement acceptés des siècles plus tard? L'évaluation dépend en grande partie du point de vue historique à partir duquel on les considère. Quand la répression par les autorités bavaroises s'est intensifiée, le créateur des Illuminati est devenu subitement l'individu le plus traqué de Bavière, obligé de faire un choix qui allait influencer le cours de sa vie. En février 1785, Adam Weishaupt a fui précipitamment d'Ingolstadt alors qu'il était traqué par la police. Il a quitté non seulement sa position académique de renom, mais également sa famille et l'existence qu'il avait bâtie durant de nombreuses années. Avec le strict nécessaire et en se camouflant pour ne pas être identifié, il se lança dans un périple risqué vers le nord. Son sort n'était pas le résultat d'une coïncidence. Gotha, un modeste duché autonome dirigé par Ernest II de Saxe-Gotha, comptait parmi les quelques nobles allemands qui soutenaient clairement les principes des Lumières. Ce qui est encore plus marquant, c'est qu'il y a des indices suggérant que le duc était clandestinement un haut gradé des Illuminati, même si cela n'a jamais été formellement démontré. Weishaupt a trouvé, à Gotha, non seulement un refuge, mais aussi une protection officielle. Le duc le désigna conseiller de la cour avec une rémunération importante et lui offrit un logement où il pouvait retrouver sa famille. Ce geste exceptionnel de générosité envers un fugitif traqué par les autorités bavaroises constituait en lui-même un acte politique de défi. Bien qu'il soit à l'aise dans son exil, Weishaupt n'est pas resté inactif. Il a par la suite publié plusieurs ouvrages plaidant pour les idéaux des Illuminati et exposant leur interprétation des événements. Histoire complète de la persécution des Illuminati en Bavière, 1785, Images de l'illuminisme, 1786, Apologie des Illuminati, 1786, et Système amélioré de l'illuminisme, 1787. La sauvegarde de Weishaupt par un noble d'une grande puissance suscite une interrogation dérangeante. Ce soutien ducal était-il uniquement un acte humanitaire envers un penseur persécuté ou la démonstration que les Illuminati avaient réussi à s'infiltrer dans les plus hautes sphères de l'aristocratie européenne? La réponse pourrait être dans les événements qui ont eu lieu après sa fuite. Bien que la répression sévère ait débuté en 1785, les dirigeants bavarois ont jugé que le danger des Illuminati n'avait pas été totalement éliminé. 2 ans plus tard, un second édit aurait porté le coup final, ne laissant aucun doute sur la résolution de l'électeur. Karl Théodore a émis un nouveau décret le 16 août 1787, surpassant en rigueur toute législation antérieure concernant les sociétés secrètes en Europe. Cette disposition ne se contentait plus d'interdire l'adhésion aux Illuminati, mais instaurait également la peine capitale pour quiconque surpris à recruter des membres pour l'ordre ou à s'impliquer dans ses activités. Le décret comportait aussi une grâce partielle. Ceux qui avoueraient leur affiliation à l'ordre dans un laps de temps précis seraient absous, même s'ils se verraient dépouillés de tous leurs postes publics.
Cette tactique de pardon en échange de noms s'est révélée d'une redoutable efficacité, déclenchant une onde de révélation qui a mis à jour tout le réseau des Illuminati. L'ambiance en Bavière s'est transformée en atmosphère pesante. Des instances de censure ont été instaurées pour scruter toutes les publications à la recherche d'idées éclairées par les Lumières. Pour accéder au poste public, il était nécessaire de présenter des certificats de loyauté en matière politique et religieuse. Il fallait obtenir une autorisation préalable pour toute rencontre dépassant 5 participants. Cette deuxième édition a été accompagnée d'une campagne de propagande intensive. Des brochures décrivant les atrocités dénichées dans les documents des Illuminati ont été diffusées, comportant des dessins illustrant leurs supposés rituels sataniques, en vérité des fabrications sensationnalistes, et des écrits les associant à diverses sortes de débauches morales. Est-ce que cette réaction excessive était simplement une réponse panique aux idées progressistes, ou les Illuminati représentaient-ils une menace suffisamment sérieuse pour justifier ces actions radicales? Le prochain chapitre de notre récit laisse présager que l'authentique legs des Illuminati n'en était qu'à ses débuts. Dans une tournure des événements que Weishaupt n'aurait probablement pas anticipé, les documents saisis aux Illuminati n'ont pas seulement été classés comme témoignages, mais utilisés comme outils de propagande contre tout ce qu'ils défendaient. En 1787, le gouvernement de Bavière a pris une mesure inédite, la publication officielle d'une sélection des documents saisis aux Illuminati. Intitulé « Quelques écrits originaux de l'ordre des Illuminés », cet homme revendiquait de dévoiler la véritable essence de cette organisation. Il va sans dire que le choix des textes a été minutieusement retravaillé pour mettre en avant l'image la plus défavorable possible. On a mis l'accent sur des extraits portant sur l'athéisme et la critique de la religion, alors que les débats philosophiques concernant l'éducation et la réforme sociale ont été négligés. Des correspondances privées ont été exposées hors de leur contexte, dans le but d'impliquer des conspirations violentes, là où il n'y avait que des discussions théoriques. Ces publications ont eu un impact désastreux. Réparties dans toute l'Europe, ces dernières ont suscité la crainte de sociétés secrètes et participé à forger l'image des Illuminati en tant qu'entité maléfique visant à renverser l'ordre établi. Ce qui avait débuté en tant que groupe éducatif réformiste était désormais dépeint comme une conspiration maléfique. L'ironie, c'est que cette propagande officielle a produit exactement l'effet contraire de celui qu'elle recherchait. Plutôt que de les discréditer complètement, il a transformé les Illuminati en un mythe. Bien que l'entité royale ait été anéantie, son spectre, intensifié par ses écrits, a commencé à engendrer une ombre bien plus vaste et persistante que la version initiale. Est-ce que ces écrits étaient uniquement une tentative de dénigrer les idées progressistes, ou ont-ils involontairement engendré le mythe contemporain des Illuminati qui persiste jusqu'à aujourd'hui? La réponse réside dans la vie extraordinaire que ce mythe aurait dans les années à venir. Il est peu probable que quiconque aurait pu anticiper que l'impact historique réel des Illuminati débuterait précisément après leur disparition officielle. Tandis que la Révolution française secouait les bases de l'Europe, un autre chapitre incroyable se greffait à sa légende. En 1797, près de 10 ans après la dissolution officielle de l'ordre, 2 ouvrages apparemment distincts ont radicalement modifié la vision publique des Illuminati. Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, de l'ex-jésuite français Augustin Baruel, et preuve d'une conspiration contre toutes les religions et tous les gouvernements d'Europe, du penseur écossais John Robison. Ces 2 écrivains, bien qu'ils ne se connaissent pas, ont abouti à une conclusion étrangement identique. La Révolution française n'était pas le fruit de facteurs sociaux et politiques, mais d'une machination ourdie par les Illuminati ayant échappé à la répression bavaroise et œuvrant par le biais des loges maçonniques françaises. D'après Baruel, les Illuminati étaient des véritables artisans de la terreur révolutionnaire, agissant clandestinement pour renverser les royautés et anéantir l'Église.
Robison, de son côté, les dépeignait comme un segment extrémiste de la franc-maçonnerie qui avait corrompu les principes initiaux de la fraternité dans le but d'atteindre des fins révolutionnaires. Ces théories, malgré l'absence de fondements historiques robustes, ont suscité l'intérêt d'un public en Europe effrayé par les débordements de la Révolution française. Pour les élites conservatrices, ils proposaient une interprétation rassurante. Les atrocités révolutionnaires n'étaient pas dues à des injustices sociales, mais à un complot malfaisant qui pouvait être combattu et triompher. Ces allégations étaient-elles uniquement une fabrication pratique pour nuire aux idées novatrices, ou y avait-il un véritable appui dans l'éventuelle influence d'anciens Illuminati sur les événements en France? La version officielle privilégie le premier scénario, cependant, les hasards déconcertants continuent d'alimenter la controverse jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'Adam Weishaupt menait une existence tranquille à Gotha, où il est décédé en 1830 à l'âge de 82 ans, son invention s'épanouissait dans l'imaginaire collectif. Bien que l'organisation authentique ait cessé d'exister, le mythe des Illuminati entamait tout juste son parcours fascinant à travers l'histoire, un périple qui finira par donner naissance aux théories du complot du XXIe siècle. Si Weishaupt avait eu la capacité de prédire le futur, il aurait probablement été étonné de constater que sa société secrète avortée exercerait davantage d'influence en tant que légende qu'en tant qu'existence réelle. L'histoire authentique des Illuminati nous apprend que parfois, les idées peuvent posséder une puissance supérieure lorsqu'elles deviennent des légendes plutôt que de se concrétiser au sein d'entités tangibles. L'ombre des Illuminati, issue de documents officiels visant à les éliminer, persiste à influencer l'histoire occidentale, nourrissant la peur, inspirant les révolutionnaires et engendrant des théories du complot qui, plusieurs siècles après, demeurent présentes dans notre culture contemporaine.